Bonsoir à vous tous. Euh, je vous souhaite la bienvenue à notre discussion en ligne d'aujourd'hui sur la culture pendant et après la crise du corona. Je m'appelle William et j'ai l'honneur de pouvoir animer cette discussion ensemble avec nos quatre invités. Je fais partie de la team Cubic. Avec Cubic, on est une équipe de personnes créatives qui, à travers la danse et l'art vidéo, veulent mettre des thèmes en lumière qui n'ont pas beaucoup de place dans notre discussion publique et qui, à nos yeux, devrait avoir une plus grande place. Pour cette discussion d'aujourd'hui, nous allons prendre une vidéo que nous avons produite avec trois danseurs comme base. Cette vidéo, elle a été produite pendant le premier confinement avec ces trois danseurs qui se situaient ou bien qui se situent toujours dans trois villes différentes en Europe. Cette discussion en ligne, en direct, elle est organisée en collaboration avec la fondation Anna Clavamorph. Cette fondation contribue à l'éducation politique en Suisse. Elle a un but non lucratif et elle oriente son travail vers les valeurs fondamentales de la démocratie sociale, mais elle est indépendante et n'est pas affiliée au parti social. L'objectif de la fondation est de dynamiser le dialogue portant sur les défis du présent et de l'avenir. Et avec ses projets, elle est à la recherche des réponses aux questions centrales de la politique économique, sociale, ainsi de l'évolution de la démocratie. Donc, j'aimerais remercier l'association Anaclave Amorphe d'avoir soutenu notre projet et soutenu cette discussion qui portera donc sur le thème du corona et de son effet sur la culture. Donc, comme j'ai mentionné tout au début, nous prendrons comme base pour cette discussion la vidéo que nous avons produite ensemble avec Germain, Venance et Rocky. Rocky, malheureusement, ne peut pas être là avec nous ce soir, mais pour vous donner un petit aperçu de cette vidéo que vous trouverez également dans les commentaires de cette discussion ou bien dans le descriptif de cette discussion, cette vidéo on l'a créé juste au début du confinement parce qu'on voulait faire des vidéos de danse avec les trois danseurs et malheureusement, avec les circonstances que vous connaissez tous, on n'a pas pu faire cette vidéo et on avait tous en fait cette situation d'isolement qu'on devait matérialiser d'une manière ou une autre. Ces émotions, toute cette insécurité, toute cette peur et puis on a eu la chance de pouvoir travailler en ligne par vidéoconférence, par chat et par email pour élaborer le concept de cette vidéo. Et en fait, dans cette vidéo, on voit trois danseurs qui se posent les mêmes questions, qui essayent de surmonter les mêmes angoisses, les mêmes insécurités pour trouver des solutions eux-mêmes, mais aussi pour trouver des solutions ensemble. Et j'aimerais donc prendre cette vidéo comme base pour pouvoir discuter avec les quatre invités que nous avons ici ce soir. J'aimerais naturellement vous présenter. Donc, en direct de Montpellier, nous avons Germain. Germain, peut-être que tu peux te présenter rapidement à notre public ce soir. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Germain. J'ai 23 ans et j'habite à Romainville. J'habite à Romainville et je suis danseur. Je pratique un style de danse qui s'appelle le crump. Et ça fait maintenant 6 ans que je fais du crump. Et voilà, je pratique cette danse-là de manière professionnelle. Et voilà, ça fait en tout 10 ans, 12 ans que je danse et 2 ans que que je suis professionnel et 6 ans que je fais du crump. Voilà. Super. Merci beaucoup. En direct, peut-être, j'ai dit en direct de Montpellier, il faut peut-être dire que tu es en train de préparer ton spectacle solo à Montpellier, sinon tu vis en région parisienne, c'est bien ça? Oui, oui, j'habite en région parisienne, mais là, je suis près de Montpellier je suis en résidence avec la compagnie d'Élite Façade, qui est une compagnie qui fait du théâtre de rue. Et en fait, on travaille actuellement sur un solo Super, de 25-30 minutes. cool. Bah, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Germain. En direct du Luxembourg, nous avons Dr Charles Benoît. Peut-être que vous pouvez aussi vous présenter brièvement à notre public.
Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Voilà, comme vous l'avez dit, je m'appelle Charles Benoît, je suis psychologue, psychothérapeute. Je travaille au centre hospitalier neuropsychiatrique ici à Luxembourg et à l'hôpital universitaire psychiatrique de Bâle en Suisse. Et je pense la raison pourquoi vous m'avez invité, c'est parce que j'ai publié un livre au mois de mai où on a essayé pendant le confinement aussi à résumer ce qu'on savait déjà dans les sciences sur les effets psychologiques d'une épidémie ou d'une pandémie, de la quarantaine, etc., de toutes ces, d'un confinement. Voilà. Super, merci beaucoup. Il faut dire que vous l'avez fait dans un temps record et vous êtes en train de travailler sur la deuxième édition, si je ne me trompe pas? Voilà, on est en train de travailler sur la deuxième édition. Les thèmes ont changé, hein. On parle aujourd'hui d'autres choses. Maintenant, on parle de peur, par exemple, du vaccin. On va parler de fake news il y a de nouvelles thématiques. Le confinement a changé, la deuxième vague est différente. On parle de pandémique fatigue, etc. Donc, les thèmes changent et pour ça, le livre a bien besoin de changer aussi avec. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. En live de Zurich, nous avons donc la danseuse, l'une des danseuses qui a participé à notre projet Alone Together, donc cette vidéo que nous prenons comme base. Bonsoir à toi, Venance, bienvenue. Bonsoir, je m'appelle Venance, j'ai 26 ans. Ouais, déjà. Je suis danseuse contemporain et aussi hip-hop, freestyle, expérimental. Et bon, j'habite à Zurich. Ouais, c'est, je travaille professionnellement comme danseuse depuis des années déjà, 5 ans déjà. Et ouais, là, ouais, je travaille comme danseuse, je donne des cours de danse et je travaille aussi dans un bureau pour, ouais, parce que c'est pas assez avec les jobs des cours. Alors, ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Venance. Et comme dernier invité, Monsieur Docteur Olivier Meuchler, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonjour, bonsoir. Merci à vous de m'avoir invité. Donc, je suis Olivier Meuchler, sociologue de la culture. Je suis à Lausanne. Je suis chercheur associé à l'Université de Lausanne et je m'occupe aussi, par ailleurs, à l'Office fédéral de la statistique, des statistiques culturelles. J'ai travaillé sur différents aspects de la culture. Je travaille beaucoup sur les publics de la culture, les pratiques culturelles. J'ai aussi travaillé sur les professions artistiques. J'ai d'ailleurs publié un livre il y a quelques années. Alors, ce n'était pas sur les danseurs, mais c'était sur les comédiens, les diplômés de la manufacture, qui est un peu l'école romande de théâtre et entre-temps des arts de la scène. D'ailleurs, entre-temps, il y a de la danse là-bas aussi. Donc, ce que disait Venance tout à l'heure, c'est tout à fait des choses qui me rappelaient un peu les résultats qu'on a trouvés à l'époque. Je travaille aussi sur les politiques culturelles et j'ai publié récemment, alors non pas un livre malheureusement sur le Covid, mais juste un post sur un blog de l'UNIL, en fait, de l'Université de Lausanne, où j'essayais un peu de réfléchir aux effets du Covid ou de la Covid. Il faudra qu'on se mette d'accord ce soir. Moi, je l'ai appelé le Covid dans ce billet. Les effets du Covid sur la culture au sens de production artistique, mais aussi la culture au sens plus large du terme, la société. Super, ben, merci beaucoup de tous vous avoir présenté à notre public. On vous mettra en lien les liens vers les artistes et puis les liens vers les publications de nos invités. Comme ça, si vous vous intéressez, vous pouvez trouver plus d'informations. Ce qui est aussi à dire, c'est que tout d'abord, on va avoir une discussion avec les invités directement et à la fin de cette discussion, nous allons donc ouvrir le débat et vous, cher public, vous aurez la possibilité de poser des questions dans les commentaires sur la page de la Fondation Anna Clavamorph. Et puis, ma collègue qui est en direct avec moi sur mon téléphone, sur mon smartphone, me fera parvenir les questions pour que je puisse donc les poser directement à nos invités. Donc,
je pense que nous sommes tous prêts, on peut rentrer dans le vif du sujet. Ma première question, elle est assez personnelle et j'aimerais d'abord la poser aux danseurs, à nos 2 invités danseurs. Qu'est-ce qui a changé au final depuis l'apparition du Covid, de la Covid? Peut-être on va dire du Covid vu que vous avez lancé la balle, monsieur Moschler, on va rester sur du Covid. Depuis l'apparition du Covid, de ce virus, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Et puis comment ce virus, il influence votre quotidien? Peut-être on peut commencer avec toi, Venance? Ok, vous m'attendez? Ouais, Parfait. parfait. Ben, ma vie a beaucoup changé, c'est clair. J'aurais pu vraiment décoller cette année parce que j'ai eu beaucoup des emplois internationaux cette année. Et maintenant, je travaille dans une agence d'assurance. C'est pas du tout ce que je voulais faire cette année, mais on se retrouve là à cause du Covid. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pour toi, Germain, c'est un peu la même chose? Beaucoup de plans qui ont été jetés à l'eau, si j'ose dire ça comme ça? Pour moi, ce qui a changé, pas tant que ça, pas tant que ça. J'ai eu quelques opportunités qui ont été annulées, mais il y a beaucoup de choses qui se sont créées aussi pour moi pendant le Covid. Donc, ouais, c'est un peu partagé pour moi. C'est qu'il y a des choses qui se sont créées, pas grâce à ça, mais un peu à ce moment-là. Et ouais. Merci beaucoup. Maintenant, je pense qu'on a un peu l'opposé ou bien le contraire de ce que Venance nous a décrit, des jobs qui ne sont plus là ou bien des jobs qui sont repoussés à des dates ultérieures où on met un gros point d'interrogation. Pour vous, est-ce que la situation, elle a beaucoup changé ou bien comment est-ce que ce virus, il impacte votre quotidien, monsieur Benoît? Au début, il a bien sûr fortement, il y a eu un fort impact sur notre travail à l'hôpital. Parce qu'au début, on ne savait pas ce qui allait nous arriver. Du coup, on a commencé à libérer les lits. On pensait avoir peut-être aussi à un certain moment des patients Covid en psychiatrie, avec un personnel qui n'est pas préparé à soigner des patients Covid. Et puis, on s'est rendu compte relativement vite que la population souffrait, que les patients qui étaient à l'hôpital souffraient. On a mis en service un service de téléphonique hotline où on pouvait appeler, sur lequel on a vu à quel point certaines personnes avaient peur, étaient en difficulté à la maison, n'osaient pas sortir de la maison, n'osaient peut-être pas même ouvrir les paquets de nourriture qu'ils avaient commandés online, machin. Donc, on voyait que c'était peut-être une mauvaise idée de libérer les lits psychiatriques. Donc, on avait un peu à gérer. D'un côté, j'avais à gérer les anxiétés de mon équipe, les anxiétés de nos patients qui étaient là, et bien sûr, à gérer aussi tout ce qu'on pensait pouvait peut-être arriver à un certain moment. Personnellement, ça m'a moins touché parce que ma vie continuait. On avait plutôt plus de travail que moins de travail. Moi, je sortais tous les jours pour aller à l'hôpital. Du coup, pour moi, ça n'a jamais été un réel confinement, hors peut-être les week-ends qui étaient différents. Mais à part ça, personnellement, pour moi, ça n'a pas tellement changé que ça, même si le contenu de mon travail avait peut-être un peu changé. Merci beaucoup. Et pour vous, monsieur Moschler, c'est totalement une situation différente ou bien au final, il y a eu que des petits points qui ont changé? Alors, d'une part, au niveau concret, ça ressemble un tout petit peu à ce que disaient les danseurs, mais dans le sens où tout d'un coup, j'ai été amené à travailler à la maison, en home office tout le temps, et notamment là où je travaille beaucoup, c'est-à-dire à l'Office fédéral de la statistique, où il y a des questions de protection des données, etc. Pendant des années, y compris des gens de mon équipe demandaient à travailler à la maison, et c'était toujours
une fin de non-recevoir, c'était impossible, c'était compliqué, c'était la protection des données, techniquement c'est difficile. Et là, je crois, 2 semaines, tout d'un coup, avec le lockdown, on nous a non seulement dit de travailler plutôt à la maison, mais de ne plus revenir au bureau du tout. Donc, tout d'un coup, c'était possible. Tout d'un coup, c'était possible. Mais par ailleurs, c'est vrai que au niveau du contenu, j'ai eu des conséquences un peu paradoxales, puisque d'une part, en tant que sociologue de la culture, j'ai presque jamais été aussi demandé qu'au moment du confinement, en tout cas, parce qu'évidemment, c'était tellement particulier le fait qu'il n'y ait plus de culture. Alors, disons que la culture a un peu migré en ligne, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs un tout petit peu ce soir, ce que vous avez fait avec votre projet, mais donc il y a eu plein de demandes, disons, très concentrées sur plusieurs semaines de différents médias qui voulaient un peu savoir comment ça va continuer, est-ce que ça va tout changer, est-ce que les différentes modalités de consommation culturelle qui sont en train de se profiler vont se cumuler ou vont s'anéantir l'une l'autre, etc. Donc, j'ai plutôt eu plus de travail que d'habitude, entre guillemets. Par contre, côté statistique, c'est assez intéressant, puisqu'au fond, toutes les statistiques, notamment sur la culture qu'on a publiées cette année, dont d'ailleurs une sur les travailleurs culturels et les entreprises culturelles, là en octobre, à l'OFS, elles sont toutes un peu marquées du sceau de l'inactualité, parce qu'en fait, les journalistes, ils nous disent c'est très bien ce que vous avez fait, c'est un très beau travail, mais en fait, ça s'arrête en 2019 ou en 2018, donc il n'y a pas le Covid dedans, donc c'est déjà dépassé. Donc, et évidemment, la statistique, c'est encore pire que la sociologie, c'est-à-dire que vous, Monsieur Benoît, vous êtes vraiment tout près de l'actualité. Le sociologue est déjà un tout petit peu plus loin, parce qu'il faut faire des recherches, etc. Mais bon, on peut commenter l'actualité quand même. Et le statisticien sociologue, lui, il est carrément, les résultats sont toujours au moins une année, voire 2, voire 3 ans des fois, après l'année en question. Donc, on aura les premières statistiques Covid, si on veut dire culturelles, en mars, avril. On va commencer à pouvoir profiter des enquêtes de 2020 et pouvoir les publier. Donc, c'est des conséquences assez paradoxales d'un côté et de l'autre. C'est un peu drôle parce que quand vous parlez de ce paradoxe, d'habitude, c'est Venance et Germain qui sont sur la scène, qui sont demandés, qui sont les stars, entre guillemets. Et puis vous deux, pendant le confinement, vous êtes devenus un peu des stars des médias, Monsieur Moschler et Monsieur Benoît. En tout cas, j'ai vu beaucoup d'interviews de vous. J'ai bien pu m'informer avant cette discussion aussi grâce à ces interviews que vous avez données. Bon, il ne faut pas qu'on enlève la lumière aux artistes, quoi. C'est les artistes qui, en tout cas pour moi, c'est les artistes qui, de mon côté, c'est les artistes qui doivent rester au centre. Et je pense que peut-être M. Benoît aussi, au final, une fois que les gens sont requinqués, sont retapés, c'est eux qui doivent de nouveau pouvoir vivre et être sur le devant de la scène, j'imagine, je ne sais pas. Si, je pense aussi, mais après, comme vous dites, c'est la situation qui crée des qui crée des spots différents sur les personnes. Et puis bon, il fallait avoir cette expertise. Et puis, je pense que pour vous aussi, Monsieur Benoît, c'était spécial, ou bien vous étiez demandé autant avant le Covid? Non, du tout, non. Et non, c'était un hasard plutôt, hein. Comme je l'avais décrit dans le livre au début, c'était un hasard. J'avais été appelé par la télévision suisse parce que c'était un vendredi soir, juste avant la première fois qu'ils pensaient qu'il allait y avoir un lockdown. Ils voulaient avoir une interview avec quelqu'un qui était expert pour les troubles anxieux. Je ne suis une des personnes possibles, mais le vendredi soir, il y avait à part moi plus beaucoup de monde disponible. Et c'est comme ça que j'ai un peu glissé dans ce machin. J'étais pas le premier à lever la main, si je me rappelle bien. D'accord. J'aimerais juste prendre une petite citation que j'ai lue aujourd'hui qui m'a intrigué, ou bien que j'ai trouvé assez intéressante, pour un peu situer la culture et puis après rebondir sur les chiffres que vous avez commencé à citer, Monsieur Moschler, ou bien dont vous avez parlé, que vous avez fait donc dans votre dernière étude qui est sortie au mois d'octobre. La ministre de la Culture allemande, Madame Monika Grütters, excusez-moi, elle a dit que la démocratie, même si elle est saine,
a besoin d'une aération constante. La liberté de l'art et de la culture fournit à la démocratie l'oxygène dont elle a besoin pour survivre. Et après, elle a pris un exemple imagé qui était pour certains un peu morbide, on va dire. Elle a dit que le secteur de la culture est l'appareil respiratoire de la société. Et là, fou, attention, il y a beaucoup qui l'ont critiqué pour cette sortie médiatique et beaucoup ont aussi contredit ce qu'elle a dit et ont dit que bah non, la culture en fait est au goutte à goutte de l'État et que beaucoup de professions de la culture ne fonctionnent ou ne survivent uniquement que grâce à l'État. Euh, est-ce que vous, comment est-ce que vous, Monsieur Meuchler, vous vous positionnez maintenant si on prend uniquement que les chiffres, euh, qu'est-ce que signifie la culture statistiquement parlée en Suisse? Mon micro, pardon. Euh, Qu'est-ce que la culture, hein? C'est souvent la première question qu'il faut se poser en tant que sociologue et en tant que sociologue statisticien. Mais dans cette publication qu'on a faite à la mi-octobre, on a un peu repris une définition d'ailleurs d'Eurostat au Luxembourg, où est Monsieur Benoît maintenant, mais qui est un peu plus large que peut-être que ce qu'on y mettrait d'habitude. Il y a aussi l'architecture, il y a aussi un peu la publicité, il y a aussi les jeux vidéo. Enfin, c'est un peu c'est pas l'économie créative qui serait encore plus large, mais c'est quand même un tout petit peu plus large que la danse, le théâtre, le cinéma. Et là, bon, voilà, on a pu produire quelques chiffres effectivement sur cette base qui était assez étonnant parce qu'en Suisse, finalement, il y a chaque 10e entreprise. Donc, ce n'est pas que les institutions culturelles et les troupes, mais c'est aussi des entreprises, mais qui peuvent être des toutes petites entreprises. Hein. C'est souvent, enfin, assez souvent une personne ou deux, trois personnes. Une entreprise sur 10 fait partie du secteur culturel. Donc ça, c'était quand même assez étonnant à découvrir. Et on a aussi trouvé, par exemple, que la culture produit 15 milliards de francs, 15 milliards, hein, pas millions, milliards de francs de valeur ajoutée. Alors c'est un concept très compliqué économique, mais disons, on a pu la mesurer en termes de chiffres, c'est ça que je voulais dire, et de caractéristiques économiques, mais en tant que sociologue de la culture, je suis toujours aussi celui qui a envie de dire c'est bien de montrer tout ça, mais il ne faut pas réduire la culture à des chiffres non plus. D'ailleurs, ces chiffres, 15 milliards, c'est beaucoup, mais ensuite on voit que c'est 2,1% du PIB suisse. Donc tout d'un coup, c'est plus tellement que ça, etc. Donc de toute façon, la culture, je pense que les danseurs ici présents seront d'accord avec moi, même si d'ailleurs la danse, c'est des chiffres. Hein. Je crois savoir que la danse, c'est vraiment, il faut tout le temps compter. En fait, dans votre tête, vous comptez tout le temps, je crois, en réalité, par rapport à la chorégraphie, si elle est déjà écrite en tout cas. Mais je pense que c'est donnant-donnant, c'est un va-et-vient. C'est-à-dire, comme vous disiez, la culture, elle coûte. Et bon, elle rapporte un peu peut-être, mais ce qu'elle rapporte ou ce qu'elle apporte est beaucoup plus que simplement économique. Et ça on est obligé un tout petit peu de le rappeler tout le temps, qu'on fasse des statistiques ou des analyses sociologiques. On est toujours plus amené justement à acculer un peu, à montrer l'utilité de la culture, d'ailleurs qu'elle soit financière ou tout d'un coup sociale. On peut montrer que c'est un lieu de rencontre ou que c'est un lieu de, peut-être même que ça va aider à surmonter des tensions dans la société, peut-être, mais je trouve que la culture, c'est aussi d'ailleurs un endroit où on débat, où on crée le débat, et où on pose des questions et on fait réfléchir aussi. Alors, c'est aussi une utilité, mais qu'on peut difficilement chiffrer. Et c'est quand même c'est assez intéressant ce que vous dites. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que il y a, avec tous ces chiffres, je pense que dans la politique, on met beaucoup justement les chiffres et l'économie dans la balance. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ces chiffres, ils sont cohérents avec la représentation des métiers culturels au niveau des décisions politiques prises en Suisse? Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on connaît les différentes situations au sein des métiers culturels afin de pouvoir décider combien d'aides recevra le segment de la culture et qui pourra recevoir combien? Est-ce que cette complexité des métiers dans le domaine de la culture, est-ce qu'on les connaît pour après pouvoir vraiment faire cette répartition qui serait fair play, je dirais? Alors, disons que la complexité, justement, on arrive mieux à la cerner dans des enquêtes sociologiques plus sectorielles. Justement, quand on a fait cette enquête avec Valérie Roll, une collègue sociologue, sur les jeunes comédiens, au fond, qui sortent d'une école de théâtre,
on a vraiment vu des choses, y compris au niveau financier, de la survie de ces personnes. Voilà, soit vous avez un travail à côté, soit vous êtes en fait aussi au chômage. Et si vous êtes au chômage, d'ailleurs, d'une certaine manière, vous avez réussi, c'est-à-dire que vous avez réussi à travailler assez pour être au chômage. Soit vous avez des revenus très petits. On a trouvé des chiffres dans cette enquête lausannoise à l'époque, vraiment, du genre, je crois que c'était 10-15 000 francs par an de revenus. Alors bon, on imagine un tout petit peu qu'ils ont peut-être un conjoint ou une conjointe, etc. Mais disons, le revenu issu de toutes leurs activités à la personne en question, c'était très petit. Donc, et le problème, effectivement, c'est que ensuite, quand on veut avoir une vue d'ensemble, on est obligé de recourir aux statistiques, c'est vrai, comme celle qu'on a produite et publiée mi-octobre. Et dans ces statistiques, en fait, ces statistiques, je pense que c'est un peu le cas dans tous les pays, sont basées sur des enquêtes qui ne sont pas faites pour ça. En fait, elles sont basées sur deux types d'enquêtes. Il y a des enquêtes sur les entreprises, donc c'est vraiment c'est plutôt prévu pour des grandes entreprises ou moyennes entreprises ou peut-être même des PME, mais c'est toutes petites entreprises culturelles qui sont des fois en fait une personne, un indépendant, etc. Ce n'est pas tout à fait pour ça. Ou alors des enquêtes sur les personnes, c'est l'autre type d'enquête qu'il y a, c'est-à-dire qu'on va interroger 300 000 personnes en Suisse, on va leur poser des questions. Mais dans les deux cas, la culture, tout d'un coup, elle est quand même un secteur assez petit, donc tout d'un coup, on n'a plus beaucoup de gens ou d'entreprises dans cette population-là, dans cet échantillon-là. Et du coup, on n'arrive pas, par exemple, quand on nous dit « mais descendez s'il vous plaît jusqu'au métier de la scène », on va dire « non, il y aura trop peu de monde, on n'arrivera pas à le faire, la variance sera telle qu'on devra tout d'un coup dire, j'en sais rien, 2 000 francs par mois, plus, minus 1 000 francs », donc ça ne veut plus rien dire. Et je vous donne un autre exemple assez typique. On a effectivement aussi une enquête sur les salaires, il y en a une. Pour connaître les salaires, en ce moment, il faut faire une enquête. On n'a pas encore les moyens d'aller chercher vraiment dans tous les registres, c'est un projet, mais parce que ces données, elles sont quelque part dans les registres AVS. On n'a pas encore ça. Donc, il y a une enquête qui est faite, je crois, auprès de 30 000, il me semble, personnes. Et dans cette enquête, en fait, ce n'est pas des personnes, c'est des entreprises, justement. Et donc, toutes les entreprises plus petites que 3 personnes et tous les indépendants qui sont seuls ne sont pas couverts par cette enquête. Donc, finalement, on a trouvé parce que ce serait trop petit, on ne veut pas les charger. Il y a toujours ce paradoxe, on ne veut pas charger les petites entreprises ou les personnes seules avec des questionnaires très longs. Mais en même temps, le revers, c'est que typiquement dans un domaine comme la culture, on va au fond rater pas mal de gens. Donc, par exemple, on a trouvé des chiffres concernant les salaires dans cette petite publication. Alors, ces chiffres, ils sont pas mal pour comparer avec d'autres secteurs, etc., ou comparer les salaires des hommes et des femmes, dans la culture aussi, mais en fait, ce n'est pas les vrais salaires de la culture, parce qu'il y a toute une série de gens, et peut-être comme Venance ou Germain, enfin s'il était en Suisse, qui ne seraient pas, pas couverts par cette enquête. Donc, on a vraiment un problème, disons, voilà, on essaye de mesurer la culture aussi par des chiffres, et justement maintenant on en a besoin, parce qu'on va pouvoir imaginer des mesures, et c'est bien. Moi, je trouve qu'en Suisse, on a les autorités. Des fois, on dit que la Suisse est frileuse envers la culture, les autorités, mais là, je trouve quand même très vite, la culture a été mentionnée comme un secteur devant être aidé, donc je trouve que les collègues, si je puis dire, de l'Office fédéral de la culture ont quand même, je crois, assez vite réagi, etc. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas bien, je pense, à cerner certaines situations fragiles, précaires, qui échappent un tout petit peu aux statistiques et peut-être du coup aussi aux mesures à la fin. Germain, une question pour toi. Ce que M. Meuchler il vient de dire, est-ce que je ne sais pas, peut-être que toi, dans ton expérience personnelle, la première fois que tu as dit à ta famille ou à ton entourage que tu veux être danseur professionnel, est-ce que à eux, à leurs yeux, parce que moi je connais, vu que je suis musicien aussi, la question qu'on me pose toujours quand je dis que mon job ou bien mon travail, c'est d'être musicien, on me pose toujours la question, oui, mais ah bon, mais c'est quoi ton vrai job? Donc on remarque qu'il y a une certaine, comment dire, on doit toujours justifier ou bien on doit bien expliquer comment est-ce qu'on a réussi à professionnaliser pour qu'on soit valorisé au juste prix ou bien pour qu'on soit pris au sérieux dans ce job ou bien dans ce travail artistique. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais aussi, Germain? Moi, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on vit
en tant que danseur, en tant qu'artiste au quotidien. Je pense que c'est déjà d'une part dû à un manque d'informations. Moi, à l'école, par exemple, on m'a jamais informé, on m'a jamais donné des informations sur comment je pourrais être danseur et quels étaient les salaires et comment faire pour y arriver et tout. Je l'ai appris tout seul. Quand j'ai commencé la danse, je savais que ça pouvait être compliqué de me professionnaliser au niveau même de mes parents parce que c'est encore l'inconnu. C'est encore l'inconnu de se dire, bah, être danseur, est-ce que c'est un vrai métier? Est-ce qu'on peut vivre de ça? Avec des amis, je me retrouve encore à devoir me justifier, à me dire, oui, je suis danseur. Et on me dit, mais tu fais quoi à côté? Non, je fais rien à côté. Je, je vis de ça. Et en France, on a un peu cette chance-là d'avoir ce système-là qui nous permet d'être intermittent et qui nous permet de pouvoir avoir un revenu tous les mois, voilà, à renouveler au bout de 1 an. Ouais, au bout de 1 an, ouais, on a un nombre d'heures à renouveler chaque année. On a cette chance-là et et je trouve que si on ne, pour beaucoup de danseurs, il y a beaucoup de danseurs qui sont pas au courant de tout ça et ouais, parce que je trouve qu'il y a pas un manque d'informations à ce stade-là. Donc, vous avez vous-même dû vous informer, vous instruire, trouver vos modèles. Venance, je sais que, comme tu nous as dit au début de la discussion, tu étais vraiment, ça aurait dû être ton année, l'année 2020, et elle aurait commencé en beauté, si j'ose dire ça comme ça. Je sais que tu préparais quelque chose de très gros à Amsterdam, au Amsterdam Fashion Week. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Et après, ce qui m'intéresserait, c'est qu'est-ce que ça a fait avec toi de perdre de perdre cette année entre guillemets, ou bien de remarquer que tout ce que tu as préparé, tu avais travaillé dur pour arriver exactement à cet endroit, à ce moment-là, et pouf, ça s'évapore comme de la poussière. Bon, ouais, cette année, pour Amsterdam Fashion Week, je devais ouvrir le show, le West Fashion Week. Et je me suis mis à fond pendant 2 mois. Bon, boulot, travail, presque tous les jours, non, 4 fois par semaine, des entraînements de 6 à 7 heures. Et c'était quand même beaucoup des heures que je me suis mis à fond. Et après, d'un coup, on est là à Amsterdam, on nous dit show cancelled. J'étais là, oh, ok, on fait quoi maintenant? Ouais, c'était un peu dommage. Et aussi mes danseurs, ils étaient ouais, déçus. Et surtout, on n'était pas payés après. Alors, on est rentré sans paiement. Et on a essayé d'avoir des petits boulots. Comme moi j'ai travaillé chez Denner pendant 3 mois. Ce que je trouve que c'est n'importe quoi. Hein. Surtout aussi quand tu es, comment je veux dire, ouais, je me suis donné trop à fond dans ce métier pour aller travailler après chez Denner. Je me suis mis comme ça. Après, bon, je me suis retournée un peu des gens parce que aussi à cause du Covid, j'étais beaucoup à la maison, j'étais aussi dépressif. Et oui, c'était chaud. Cette année a commencé chaud. Mmh. Mmh. Ouais. Je comprends absolument. Monsieur Benoît, j'aimerais rebondir sur ce que Venance vient de dire et reprendre aussi ce que Moschler et Germain nous ont dit. Quand on maintenant, on sait que l'humain, il a des besoins
physiologiques, il a des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance, d'amour, il a besoin d'estime et un besoin d'accomplissement de soi-même. Cette crise du Covid, en fait, elle enlève beaucoup de ces besoins dont on a besoin, des besoins fondamentaux. Est-ce que les situations qui ont été décrites par les danseurs et par Monsieur Meuchler, est-ce que pour vous, ce sont des situations que vous avez eues, ce sont des cas que vous avez eus et que vous avez eu à traiter pendant cette crise ou bien même encore maintenant? Ce sont, ce sont des cas qu'on a toujours traités et qu'on a toujours vu des pertes d'existence, de projets de vie qui s'écroulent, des problèmes financiers, etc. Et c'est juste une partie. Ça, ce sont des problèmes qu'on a toujours eus, mais jamais à ce nombre, jamais autant de personnes à qui ça touche en même temps. Donc, on sait que tout ça, ce sont des facteurs à risque extrêmement élevés pour la santé mentale ou pour perdre la santé mentale. Ce sont des histoires tragiques et en même temps, le problème, c'est que ça dure et que du coup, non seulement le récent passé était difficile parce que j'ai peut-être perdu un projet, mais en même temps, je ne vois pas le prochain projet arriver. Du coup, ça nous met en double situation difficile. Et ça, c'est juste un aspect. Vous avez bien dit d'autres aspects de cette situation Covid qui a été difficile dans le domaine de la culture, mais dans d'autres domaines aussi, indépendamment du domaine professionnel. Hein. On sort plus de chez nous, on est en perte de contact physique avec d'autres personnes. Hein. On a besoin d'un contact physique avec d'autres personnes. On le sait très bien, les études ont montré ça bien longtemps avant. Hein. Dans des prisons, par exemple, vous voyez l'agressivité monter quand on sépare les prisonniers, alors que la logique dirait plus on les met ensemble, plus ils sont agressifs. Ben non, c'est justement le contraire qui va s'arriver. Donc là, les gens isolés chez eux, peut-être même isolés vraiment tout seuls, sans personne d'autre chez eux, ça crée des tensions internes, ça crée des angoisses, ça peut créer de l'agressivité jusqu'à même, et ça on connaît, on savait ça bien avant aussi, isoler des gens, ça peut aller jusqu'à créer des hallucinations, etc. Donc c'est vraiment, ce sont des situations critiques. On a vu, on a eu notamment au téléphone, mais on a vu des personnes d'un côté avoir ou tomber dans des problèmes d'addiction d'un côté, mais aussi déraper et développer euh, 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 des symptomatiques paranoïdes, par exemple, etc. Donc, tout ça, c'est normal. Comme vous l'avez dit, le cerveau est là pour créer ou chercher la sécurité, pour chercher le contrôle. Ben là, le contraire était la question, ou le contraire est ce qui s'est passé. Donc, tous nos cerveaux, tous ensemble, certains plus que d'autres, étaient inflammés ou étaient vraiment en forte situation difficile et ça crée des symptômes et ça dure. Hein. Merci beaucoup. Avant, Monsieur Meuchler, vous nous avez donc un peu décrit les vertus aussi de la culture. Certes, la culture, comme vous avez dit, c'est, si je ne me trompe pas, pour avoir les bons chiffres, c'est 2,1% du PIB en Suisse. Sur la statistique que vous avez faite, donc c'est les chiffres de 2019, si je ne me trompe pas, ce que vous avez dit. Hein. 18, enfin avant le Covid. 18. Ouais. D'accord. Et vous pensez que ce chiffre, il va baisser considérablement dû au Covid ou bien quelle est la tendance de ce chiffre que vous attendez un peu? Je pense qu'il va baisser, mais je pense aussi que ce qui va se passer, c'est qu'autant maintenant, pendant le Covid, on arrive avec un chiffre qui décrit une situation au fond idéale d'avant, autant quand on arrivera enfin avec ce chiffre pour 2020 dans, je pense, 2 ans, ouais, en 2022, parce qu'on va actualiser cette statistique chaque année,
plus personne ne voudra entendre parler. Et donc, ils seront plus intéressés à entendre en 23 que c'est remonté entre 20 et 21. Enfin, c'est tout ça. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un peu ce que disait M. Benoît, c'est que peut-être moins pour les statistiques, mais en tant que sociologue de la culture et de la société, entre guillemets, ce que je trouve intéressant, c'est que on a quand même beaucoup dit qu'on était, en tout cas nous les sociologues, hein, la sociologie d'ailleurs, elle est un tout petit peu née il y a 100, 150 ans du fait que la société, au fond, commençait à se morceler, à s'atomiser, comme disaient les sociologues, enfin, à trop s'individualiser peut-être, etc. Et donc, il y a tout un leitmotiv un peu de la sociologie critique qui est, encore aujourd'hui, je pense, de dire oui, on est dans une société voilà, qui est atomisée, les gens sont chacun de son côté. D'ailleurs, depuis qu'il y a les mass médias, les gens sont trop dans les mass médias, ils sont trop à l'écran depuis 30, 40 ans ou depuis 10, 20 ans, ils sont trop sur Internet. En fait, la société n'existe plus. Et en fait, cette crise du corona, et vraiment, je le dis honnêtement, ça a vraiment ouvert nos yeux de voir que c'était quand même pas aussi grave que ça. C'est maintenant, c'est un peu le cas, mais au fond, ça montre à la fois que c'était quand même pas autant que ça, c'est-à-dire qu'on avait quand même tellement de contacts et de choses à faire ensemble, collectivement. Et ouais, nous a montré au fond la socialité de la société. Alors, c'est un tout petit peu un jeu de mots, mais qu'on avait un tout petit peu oublié et peut-être aussi une sorte de besoin. Alors, les sociologues n'aiment pas tellement le concept de besoin parce que ça naturalise un peu des choses, alors qu'au fond, tout est social, tout est devenu socialement, mais pour nous, les sociologues en tout cas. Mais quand même, il y a une sorte de besoin de société que semblait aussi décrire M. Benoît l'être humain est par nature culturel et par nature sociale, probablement. Et on le voit maintenant, parce que finalement, moi, en tant que sociologue aussi de la culture, des pratiques culturelles, je me suis dit, on va voir que les gens finalement sont assez contents. Chacun est dans son coin, chacun peut surfer autant qu'il veut, enfin, à part quand il travaille, mais je veux dire, tout d'un coup, ben, il n'y a plus besoin d'aller au cinéma, il n'y a plus besoin d'aller au théâtre, il n'y a plus besoin d'aller au musée, il n'y a plus besoin d'aller au bistrot, il n'y a plus toutes ces pressions sociales. Enfin, on peut se défouler chacun chez soi avec les films sur VOD qu'on veut voir et tout. Et en fait, pas du tout. Alors, on peut le faire, mais en fait, plus personne n'a envie de le faire. C'est ça qui est intéressant. On a envie de se retrouver. Très intéressant, très intéressant. Donc ça montre un peu, l'importance, encore plus de la culture. Si on regarde le tout d'un point de vue un peu dystopique, je dirais, la mort de la culture serait-elle fatale pour notre société, vous pensez, monsieur Mechler? Donc là, on parle de la culture au sens de production, diffusion et réception de biens symboliques, parce qu'il y a cette culture au sens anthropologique du terme qui serait au fond un tout petit peu la société. Donc celle-là n'est pas encore tout à fait morte. Et la culture au sens étroit du terme, d'ailleurs, non plus, au fond, puisqu'elle va justement, c'est peut-être là qu'on va parler de votre projet, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver des moyens d'ailleurs aussi, peut-être des opportunités de la transformer. Et en partie, d'ailleurs, moi, je ne veux pas dire que tout ce qui est en ligne n'est pas de la culture. Hein, je veux dire, les films en ligne, d'ailleurs, votre projet en ligne. Mais c'est vrai, peut-être que c'est une question de génération un peu, que je trouve qu'il y a quelque chose qui manque toujours. Un film au cinéma, je suis un peu comme Godard, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la même chose de voir un film au cinéma que de le voir sur petit écran. C'est comme voir la carte postale de la Mona Lisa, de voir la vraie Mona Lisa, quoi. Donc, je reste encore toujours un peu persuadé de ça, y compris parce que justement, même si on est peut-être avec d'autres devant l'écran à la maison ou il y a d'autres personnes qui, quelque part, regardent peut-être la même chose que nous, comme en ce moment d'ailleurs cette émission, je ne sais pas ce que c'est, ce débat, bah, finalement, ce n'est pas tout à fait la même chose que de partager, y compris physiquement, avec d'ailleurs des inconnus. Hein, ce n'est pas des gens qu'on connaît, qu'on a chez soi, mais des inconnus. C'est aussi ça le public. Hein. Le public, c'est quelque chose d'assez fort, au fond, d'assez politique même, de se retrouver avec des gens et avec des artistes dans une salle en direct, à partager quelque chose. Je pense que on se réjouit tous de retrouver, disons, de retrouver tout ça. Maintenant, si on prend ce point de vue dystopique encore toujours, et si cette situation perdure et si cette situation devrait vraiment, ouais, dans un cas
vraiment grave, on dirait, vous forcez à ne plus faire cette profession. Est-ce que vous avez un plan B, Germain et Venance? Peut-être commencer par toi, Germain. Est-ce que ça t'est venu à l'idée, déjà de réfléchir à un plan B, si maintenant ce confinement, si cette situation, si ça perdure, si ça continue, est-ce que viendra un moment où, voilà, où tu devras réfléchir à quelque chose d'autre? Ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu bannis, totalement de ta tête? Ben, on y pense tous, mais moi personnellement, c'est une chose que j'ai pas envie d'y penser, j'ai pas envie de me mettre ça dans la tête. Euh, Après, on avance tous avec un petit peu, enfin, mes amis et moi, avec plein de questions dans la tête, parce qu'on est dans un flou total de ce que va devenir ce secteur-là, mais tout. Mais après, je reste optimiste et j'essaie de me dire que non, que ça peut s'arranger. J'ai pas pensé à un plan B. Voilà, j'y ai pas pensé, quoi. Je continue à exercer mon art. Pour l'instant, voilà, j'ai pas envie d'y penser, quoi. Mmh. Et pour toi, Venance, est-ce que tu es déjà dans le plan B ou bien est-ce que tu arrives quand même Ouais. toujours à joindre les 2 bouts? Moi, je suis déjà dans mon plan B. Alors, travailler dans le bureau d'assurance chez Helvetia, c'était déjà mon plan B parce que euh, j'avais pas vraiment envie de donner des cours de danse parce que je trouve, ouais, c'est quelque chose que j'adorais à faire avant. 3, 4 ans avant, j'aimais vraiment donner des cours, mais cette année, je me suis dit, maintenant, c'est l'année des spectacles, des week aussi. J'aurais eu un grand job aussi au Japon. Et tout ça, c'est parti. Alors, pour moi, je me suis déjà dit, OK, je dois réfléchir, je dois faire un plan B. Bon, c'est celui-là. Et si tout se ralentit encore, bon, je vais aller continuer mes études économiques. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup pour cette entrevue dans votre vie, et puis dans votre, ouais, dans votre manière de gérer cette situation qui est très spéciale. J'ai un peu l'impression, qu'on est dans une situation de transition parce que, on sait d'où on vient, on a beaucoup de personnes ou bien il y a beaucoup qui s'empressent à dire que rien ne sera plus comme avant, mais c'est très difficile de faire des pronostics pour savoir où est-ce qu'on va aller exactement. Hem, J'aimerais vous poser à vous, monsieur Moschler, tout d'abord cette question. D'un point de vue, sociologique, excusez-moi, est-ce que on connaît du passé des situations similaires ou bien des situations qu'on pourrait comparer à celles qu'on est en train de vivre maintenant? Et comment est-ce que la culture a réussi à traverser ces situations? Bon, l'exemple qu'on cite quand même de temps en temps ces temps, et qui d'ailleurs à Zurich aussi a donné lieu à une très belle exposition Kunsthaus sur les années 20. En fait, si on croit à cet exemple-là, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, une pandémie encore au fond bien pire, je crois, parce que je ne sais plus combien vous le savez, je pense mieux que moi, il y a eu de morts avec la grippe espagnole, mais de millions, de dizaines de millions, je crois. À une époque où il y avait moins de gens sur Terre, donc, et juste après une guerre qui avait déjà donné quelques millions de morts. Et ensuite arrive un déchaînement, au fond, de vitalité, de créativité, y compris même politique en Allemagne, où il y a des expérimentations politiques, etc., par exemple. Et tout ce qui s'est passé au niveau artistique, danse, beaux-arts, etc., dans les années 20. Je dirais, cette exposition qu'il y avait à Zurich le montrait très bien. C'était
C'était d'ailleurs une expo justement dans un musée d'art, enfin des beaux-arts, mais qui montrait tous les arts, donc c'était assez kaléidoscopique comme ça. Donc au fond, enfin, je ne sais pas si on aimerait aussi donner un peu d'espoir ce soir dans cette émission, mais le fait est que, enfin c'est bizarre, mais ça peut, je pense que, disons, on est tous quand même d'accord que c'est une parenthèse qui dure, on est d'accord, mais qui va quand même être finie. On parle de la fin de la deuxième vague et d'une petite troisième vague, alors on espère qu'il n'y en aura pas de quatrième, parce que sinon, je ne sais pas si M. Benoît, on sait plus du point de vue plus peut-être médical et tout, mais on espère qu'il n'y en aura pas de quatrième. Mais au fond, est à espérer et à penser qu'il y aura une sorte d'explosion de vitalité. Et je trouve d'ailleurs que votre petit film que vous avez fait, entre guillemets, petit film avec les 3 danseurs, le montre bien, au fond, parce que, je ne sais pas si vous voulez parler en détail de cette œuvre, parce que c'est aussi une œuvre, justement, et on voit bien au début les danseurs qui sont angoissés, et qui se rebellent d'ailleurs, et ensuite qui se calment. Alors peut-être que M. Benoît a les termes plus justes psychologiquement, enfin, et ensuite qui font quelque chose ensemble et qui, sur la base finalement de cette crise, vont de l'avant et peut-être vont plus de l'avant vers quelque chose de nouveau qu'avant. Donc finalement, ce film le montrait très, très joliment. Et c'est peut-être ce qui, je pense que, enfin, historiquement, c'est aussi ce qui a pu arriver d'une fois ou l'autre. Enfin, l'être humain est assez bizarre. Enfin, il s'adapte. Enfin, il est peut-être en ce moment déprimé, angoissé, mais tout d'un coup, il va repartir comme en 14, comme on disait. Est-ce que vous partagez, si on prend par exemple, je ne sais pas si dans votre livre aussi, Monsieur Benoît, c'est aussi une période, donc les années 20, que vous prenez aussi pour pouvoir un peu prendre des enseignements ou bien pour analyser les données que vous aviez de ce temps-là. Est-ce que c'est aussi un temps qu'on peut mettre en comparaison avec ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, ou bien il y a une autre époque qui serait peut-être mieux située? Pour, pour mon domaine, le domaine des pathologies psychiatriques, on n'a pas de données qui datent de ces années-là, ou très peu. Donc, nous, ce qu'on regardait plutôt, c'est on essayait de comparer des situations semblables, je disais, des prisons, par exemple. On regardait les chercheurs sur les pôles Nord et au pôle Sud qui sont tout seuls pendant 6 mois. Mais on regardait aussi les autres épidémies qu'on a eues dans ces dernières années. On regardait les données, par exemple, sur SARS, MERS, Ebola, etc. Donc, on essayait de comparer un peu les épidémies, quoi, et regarder ce que ça faisait avec les gens à l'époque. Voilà. Même si maintenant, on sait très bien que ce n'est pas comparable, c'est différent, c'est niveau globalité, quoi, c'est très différent. Et quand on a une situation aussi neuve, au final, et on n'a pas vraiment beaucoup d'expérience dans votre domaine, comment est-ce qu'on peut s'imaginer comme personne qui a aucune expérience, comment est-ce que vous abordez la question et comment est-ce que vous essayez de trouver des solutions? On essaye un peu de diviser la situation, de la diviser en parties, puis de regarder qu'est-ce que ça fait avec l'homme, avec l'être humain, de le séparer d'autres êtres humains, qu'est-ce que ça fait avec l'être humain quand on lui enlève quelque chose, qu'est-ce que ça fait avec l'être humain quand il est en situation financière difficile, par exemple, qu'est-ce que ça fait quand il perd ses projets de vie, etc. Donc, on essaie de le séparer en petites parties, puis de regarder. Après, on peut essayer d'illuminer quelques facteurs à risque, hein, mais le problème, c'est qu'à la fin, on a toujours des personnes qui accumulent des facteurs de risque, qui ont, par exemple, déjà eu un trouble ou des problèmes de santé mentale avant et ont des problèmes financiers tout d'un coup et sont en situation de home office, etc. Donc là, ce sont des personnes à risque qu'on doit vraiment essayer de ne pas les perdre de vue. Mais pour dire, si les recherches qu'on connaît ou ce qu'on a essayé d'imaginer lors du premier confinement, ce qu'on a écrit dans le livre, c'est plus ou moins beaucoup des choses qu'on a écrit, que je n'ai pas vraiment pensé, que je ne voulais pas vraiment croire à l'époque, sont arrivées sont arrivées actuellement.
on a ces problèmes de stigmatisation maintenant dans la société qu'on avait moins dans les mois d'avril-mai. On a des problèmes d'agressivité, on a des problèmes de gens qui se révoltent, on a des problèmes même dans les familles, avec les proches amis, on commence à se disputer sur ces nouvelles mesures, etc. Et c'est tout ça, on le connaissait très bien et tout d'un coup, ça devient réalité. Ça fait bizarre de le voir arriver, alors que c'est plus facile d'écrire puis d'analyser que de le voir arriver tout d'un coup. Merci beaucoup. Pour vous, personnellement, maintenant, on a eu un aperçu qu'on a pu situer sur l'histoire ou bien sur le vécu. Pour vous, personnellement, Venance et Germain, est-ce que dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez eu une situation comparable ou bien une telle situation ouais, qui vous amène à réfléchir tous vos plans ou bien qui vous met des bâtons dans les roues, comme est en train de le faire, on avait dit le Covid? Je sais pas. Venance, peut-être, toi d'abord? Alors, bon, pour moi, c'était, mais ça fait déjà 7 ans en arrière, quand je suis devenue maman. Bon, je devais réfléchir beaucoup des trucs. Est-ce que je veux commencer avec la danse? Est-ce que je veux vraiment me mettre dans ce métier? Ben, dans ce temps-là, je me suis dit non. C'est pour ça que j'ai fait mon apprentissage dans l'économie. Et ben, après ça, après 3-4 ans, je me suis quand même décidée de continuer mes rêves et ouais, de les faire, d'être danseuse, en fait. Ouais. Et toi, Germain, est-ce que, après, sans rentrer si tu le veux, exemple à l'appui, mais tu peux globalement, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as déjà eu une situation et si oui, quels sont les enseignements que tu as pu en tirer? Est-ce que maintenant, aujourd'hui, ça t'aide pour pouvoir, parce que j'ai l'impression que tu as quand même une certaine, positivité, tu perds pas l'espoir, même quand je discute avec toi, tu es toujours souriante, tu es toujours positive, là où certains ou là où beaucoup ont déjà levé les pattes et dit: «Bah, vas-y, moi, c'est bon, ça me suffit, il y a beaucoup trop de choses qui sont arrivées». Toi, je te vois, tu restes positif. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris dû à une situation dans le passé ou bien c'est quelque chose que tu as appris là, maintenant, sur le tas, si j'ose dire ça comme ça? Ben moi, pour moi, bah, suite au Covid aussi, pareil, j'ai eu énormément d'opportunités qui n'ont pas pu se faire. Et même actuellement, des annulations dans des compagnies dans lesquelles je suis danseur-interprète. Et bah, moi, j'ai l'habitude de prendre les choses telles qu'elles sont. Et moi, dans le passé, j'ai pas toujours dansé. J'ai 23 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à l'école, j'étais en cours. Et ensuite, bah, ça c'est un peu, pour moi, le métier de danseur a un peu arrivé comme ça sur le tas. Et j'en suis au début. J'en suis vraiment au début, donc j'ai pas eu encore énormément d'expérience suite à ça. Euh, on est affecté avec les compagnies dans lesquelles je suis par ces annulations et le fait de ne pas pouvoir se représenter justement avec ça. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'empêche qui freine ma créativité et qui freine mes choses. Et après, on essaie de s'adapter aussi un peu à tout, notamment avec le projet qu'on a fait avec toi. On essaie de réfléchir, de nous adapter, de pouvoir essayer de me transmettre ce qu'on sait, de transmettre notre art, de pouvoir montrer ce qu'on fait comme on peut. Avec l'appui des plateformes de réseaux sociaux, c'est vrai que ça n'enlève pas
le besoin d'être avec les personnes, d'être avec les gens, mais j'arrête pas de réfléchir à comment ne pas m'arrêter et comment continuer à faire marcher la machine, quoi. Merci beaucoup. Avant d'arriver à notre dernière question officielle, j'aimerais rappeler à notre public que vous pouvez écrire en commentaire des questions que vous voudrez poser à nos invités. Et puis, donc, après cette dernière question que moi j'ai à nos 4 invités, nous aimerons donc ouvrir le débat et puis vous donner l'opportunité de poser des questions à nos 4 invités. Nous avons donc parlé maintenant de ce qui était, de ce que nous sommes en train de vivre, peut-être un petit aperçu vers le futur, avec une note positive aussi, parce que, comme vous l'avez dit, Monsieur Meuchler, la culture se lève toujours et la culture, souvent, après une crise, se lève encore plus fort. Quelle est votre tendance ou bien quelle sera la météo, Monsieur Meuchler? Ça dépend de la culture ou de la société ou des deux. Mais je pense que, je ne sais pas quelle sera la météo parce qu'on ne peut pas tellement être prophète, mais disons mon souhait serait, et puis pour rebondir sur ce qu'ont dit les danseurs et M. Benoît, enfin cette idée de cumul finalement, parce que bon, on essaye de dire que cette crise, c'est des opportunités et ça va nous faire rebondir, etc. D'accord. Mais au fond, là, on est assez inégal aussi face à cette crise quand même. Je veux dire, c'est pas seulement parce que certains sont en train de faire des milliards grâce à la crise ou grâce au changement sur l'online qui est en train de se renforcer ou des choses comme ça. Mais disons, toute crise montre au fond qu'une société est très inégalitaire. On ne le voit peut-être pas tellement dans le quotidien sinon, mais et fragilise au fond ceux qui sont déjà fragiles. Et comme disait M. Benoît aussi, y compris au niveau psychologique, mais nous, on voit la même chose au niveau sociologique. Finalement, cette idée qu'il y a des gens qui, à un moment donné, cumulent les problèmes, enfin les sources potentielles de problèmes, avec peut-être un emploi précaire et une situation peut-être personnelle précaire ou familiale précaire, et dans une ville peut-être, ou dans un quartier, enfin tout ça tout d'un coup se cumule, et d'ailleurs il y en a d'autres qui cumulent dans l'autre sens. Donc, et ça renforce au fond ces inégalités. Moi, ce que je souhaiterais, alors bien sûr que peut-être qu'après cette crise, on voyagera moins en avion très loin. En ce moment, il y a quasi plus d'avions dans le ciel, hein, c'est incroyable. On est par certains égards devenu très écologique. Peut-être qu'on sera plus écologique, peut-être qu'on sera plein de choses, mais ce que je souhaiterais au fond, qu'il y ait une sorte de prise de conscience aussi de cet aspect-là sociétal et de ces inégalités, et alors qu'on reparte comme en 14, oui, mais la culture notamment en tout cas, mais peut-être aussi qu'on réfléchisse un tout petit peu plus aux inégalités, aux écarts que tout d'un coup cette crise aussi a démontré et renforcé dans notre société, qu'on essaie d'un tout petit peu d'agir plus contre ça par la suite. Merci beaucoup. Venance, pour toi, dans un monde parfait, comment est-ce qu'on se relève? Comment est-ce que tu te relèveras de cette crise? Parce que je sais, tu vas te relever. Est-ce que tu as déjà une vision, ou bien est-ce que tu peux déjà t'imaginer comment est-ce que pourrait être le demain? Sérieusement, je ne sais pas comment demain ça va être, mais ça fait déjà un moment, je suis avec ma fondation Give Love. J'essaie avec des gens, comment on veut dire, j'essaie de leur montrer que avec le talent qu'on a tous, chacun, chacune, on peut aussi aider d'autres gens. Parce que là, maintenant, si on est en Suisse, on est en France, on est bien quand même, si on pense. Parce que moi, je suis née au Cameroun. Au Cameroun, ça ne se passe pas vraiment super bien maintenant. Alors, pour moi, je n'ai rien à dire aussi avec la situation qu'on est là maintenant. Je ne peux même pas dire quelque chose parce que je sais comment
ma famille là-bas, ils sont en train de hustling. Je ne sais pas comment on dit en français. Mais pour moi, je trouve nous retrouvons dans une période super difficile. Et pour des gens, c'est plus, pour d'autres, c'est un peu moins facile. C'est, ouais. Et je pense que la seule chose que nous, on peut faire, c'est de rester positif et surtout rester ensemble et de ne pas nous séparer dans la dépression et la négativité. Et bien sûr, je pense aussi qu'il est super important de ne pas se retirer des autres artistes, même aussi la famille, parce qu'on se trouve dans une période, je peux dire comme ça, de la merde. C'est vraiment la merde. Et ouais, je pense à la positivité et la force de continuer à faire notre métier. C'est ça qui va nous relever et c'est ça qui va montrer aux gens qu'on n'est pas dead. On est encore là, on vit encore, on a encore la passion et bon, on ne s'arrête pas, hein. Pas aujourd'hui, pas demain. Ouais. Merci beaucoup. Monsieur Benoît, dans votre livre, vous avez aussi des recommandations, surtout et pour les personnes qui, dans cette situation actuelle, vivent beaucoup de stress dû aux facteurs différents qui peuvent venir impacter notre quotidien. Est-ce que vous aurez pour notre public des recommandations à donner pour pouvoir un peu faire rabaisser ce stress ou bien pour garder une certaine santé mentale, si j'ose dire ça comme ça? Ouais, il faut dire que ce que j'ai écrit dans le livre, ça fait un moment déjà, et la situation a été différente d'aujourd'hui. Et je pense que l'état émotionnel et l'état d'esprit était différent que l'esprit ou l'état d'esprit l'est aujourd'hui. Je pense que tout à l'heure, Germain a dit quelque chose de très important et de très juste, c'est un peu l'acceptation aussi de la situation. Je pense que la difficulté vient souvent de là, d'où on a toujours envie de ce qui était avant, on est un peu triste de tout ce qu'on a perdu, mais on a du mal à accepter que ça a changé, on a un virus qui est là et qui ne va pas repartir. Donc, c'est ça qui est un peu difficile. Donc, je pense que ce que Venance vient de dire aussi, l'important, c'est vraiment de regarder vers l'avant. Si je puis dire un tuyau global, parce que après on a beaucoup de choses qu'on peut faire chacun pour soi, mais on est tous dans des situations très très différentes. Je pense que ouais, on doit regarder vers l'avant, on doit rester positif. On doit aussi regarder à se faire du plaisir, même avec les situations ou les possibilités ou les opportunités qu'on a. Et oui, je suis pas un expert de la culture du tout. J'ai un peu honte parce que je suis même pas un consommateur régulier de culture. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup de respect de votre invitation. Mais moi, j'entends maintenant, à part moi, beaucoup de gens qui parlent de culture qui étaient aussi fainéants que moi avant. Donc, je pense que même ceux qui ne l'ont pas consommé avant, ça semble leur manquer. Donc, ça me reste ou ça m'avère très positif quant à la culture. On vient tous de comprendre, peut-être certains comme moi-même, que maintenant, à quel point c'est important et à quel point ça nous a peut-être manqué. Donc, pas dans l'ancien monde, mais dans le nouveau monde qu'on aura post-virus ou peut-être prochain virus, ou je ne sais pas. Je pense que la culture sera toujours une partie très, très importante, peut-être différente de celle qu'on connaissait d'avant, mais toujours très présente. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces jolis mots. Je pense que ça résume beaucoup ce qui a été dit et pour moi, ce sont des mots qui donnent aussi vraiment espoir et beaucoup de force. Après, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation
même si, comme vous dites, vous n'êtes pas du milieu de la culture, je pense que, et les autres me donneront peut-être raison, je ne pense pas que vous étiez extraterrestre dans cette discussion. Pour moi, c'était très agréable d'avoir aussi votre point de vue et de pouvoir ben, justement avoir différents points de vue et puis de pouvoir discuter. Les questions que ma collègue vient de m'envoyer, ils ont déjà été plus ou moins traités. Donc, je pense que on pourrait encore dire que si l'un des participants aimerait encore s'exprimer sur un thème, ou bien si on n'a pas réussi à approfondir un thème assez bien à vos yeux, on pourrait en discuter. Mais les questions qui ont été mises dans les commentaires, on les a déjà abordées, ou bien on en a déjà discuté. Donc, une répétition serait un peu, entre guillemets, perte de temps. Je ne sais pas, Monsieur Meuchler, est-ce que vous avez encore peut-être quelque chose à ajouter, ou bien est-ce qu'il y a un thème ou bien quelque chose que nous avons pas encore assez approfondi à votre goût? Non, je voulais peut-être juste rebondir sur ce que disait Monsieur Benoît et par rapport à votre film, votre œuvre. Au fond, ça rejoint tout à fait ce qui se passe dans ce film. C'est-à-dire que ce cube, d'ailleurs, je n'ai pas tout à fait compris si c'était votre image de marque, un peu ce cube cubique, hein, et dans un premier temps, les danseurs, justement, comme je disais, se rebellent, veulent au fond peut-être échapper, enfin fuir cette limite, parce qu'en fait, c'est une toute petite limite. Et à un moment donné, ils acceptent. Donc, c'est un peu ce que vous disiez, d'accepter finalement cette limite, et dans cette limite-là, de se rendre compte que en fait, de se rendre compte de l'accepter et de faire quelque chose là-dedans, c'est ça la liberté. Enfin, là, je suis un tout petit peu très optimiste, et c'est une possibilité de faire quelque chose aussi ensemble après, à partir de ces limites-là. Et ça, je trouvais à la fois très beau dans le film, et ça rejoint au fond ce que vous disiez. Alors, moi, c'était le contraire. Je me disais, mon Dieu, mais il y aura un spécialiste des anxiétés et des dépressions qui sera là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Donc, j'étais un peu dans la même situation que vous, mais dans un autre sens, en me disant, mais je connais rien. Enfin, j'ai fait une année de psychologie quand j'étais jeune, mais après, je me suis dit, je vais faire de la sociologie et de l'anthropologie, pas de la psychologie ou de la psychiatrie, mais au fond, je pense qu'on se complétait assez bien et on se rejoignait pas mal sur beaucoup de points de vue. Je crois qu'il y a Venance qui voulait dire quelque chose. Mais non, je crois que ça, c'était pour dire, ah, il a tout compris. C'était pour dire, ah, il a compris. Ça m'a aussi fait chaud au cœur, Monsieur Moschler. On n'est pas Ouais, rentré ça dans m'a les fait. détails. Oh. On n'est pas trop rentré dans les détails du film parce que bah, le film, vous pouvez le voir, chers spectateurs, vous pouvez donc le voir sur le lien que nous allons mettre dedans. Comme on dit dans le jargon Netflix, entre guillemets, on ne va pas spoiler. Mais tout de même, c'est exactement ce que vous avez dit, Monsieur Meuchler. Et c'est beau de voir aussi ce que sans grande explication, parce que même avant cette discussion, nous vous avons pas donné beaucoup d'informations sur la vidéo même en soi. Il y a un making of aussi qui explique un peu la démarche, ou bien qui explique un peu l'idée que nous avons eue pour cette vidéo. Mais ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous avez compris les codes que nous avons eu, et puis le processus aussi de travail que nous avons eu pour arriver exactement à ce stade-là, et puis au final que vous avez compris ce que nous avons essayé de faire percevoir au public. Donc, je pense que ce signe-là de venance, je le partage aussi. Et c'est très beau, c'est très beau. Il faut dire aussi, vous êtes merveilleux dans les trois dans ce numéro. Parfait. Bah, je crois qu'on a terminé en beauté. Sur ces mots-là, ben, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de nous avoir honorés avec votre présence. Merci beaucoup à vous, Monsieur Benoît, de vous avoir pris le temps et de vous avoir donné au jeu, on va dire, même si vous n'êtes pas de la culture. Je pense que c'était un très, très grand enrichissement pour cette discussion. Merci à vous, Monsieur Meuchler, d'avoir pris le temps d'être avec nous, de nous donner cette expertise de votre part, et puis aussi d'avoir donné votre avis sur cette vidéo, ce qui nous fait vraiment très plaisir, que ça soit une autre team de Cubic ou que ça soit les danseurs. Merci beaucoup à Venance pour
cette entrevue dans ta vie, dans tes tourments, dans les questions que tu te poses comme artiste, comme danseuse en ce moment. Merci à toi. Germain, je sais que tu as travaillé à fond aujourd'hui et tout de même, tu es là et tu nous as honorés aussi et tu nous as vraiment, vraiment, vraiment donné beaucoup d'espoir pour continuer. Merci à vous tous, chers spectateurs. J'aimerais encore une fois remercier l'association Anna Clavamorph pour nous avoir donné la possibilité de faire cette discussion en ligne. La culture est vivante, comme vous voyez, et la culture continuera à vivre. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine. Merci à toi. Ciao, ciao, William. Merci. Au Ciao. revoir. Ciao, à bientôt. Bye. Ciao. Ciao, ciao, ciao.